Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Vincent Placé. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Merci d'être notre invité ce matin. Pour vous interroger, à mes côtés, Gilles Leclerc de Public Sénat et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Vincent Placé, la déchéance de la nationalité n'a pas été votée de la même manière par les deux assemblées. Le chef de l'État peut décider de présenter une version allégée du texte, ne conservant que les points sur lesquels les deux assemblées sont tombées d'accord. Vous qui êtes proche du chef de l'État, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la décision qu'il doit prendre et que l'on dit imminente ? Moi, je ne suis pas son porte-parole. Pour ma part, j'étais d'ailleurs il y a quelques semaines sénateur. J'ai évidemment suivi cela avec attention. Nous sommes tous levés pour applaudir le discours du chef de l'État au congrès de Versailles en novembre. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde a bien écouté ce qu'il a dit ? Parce que quand il y a une telle unanimité pour faire une fameuse standing ovation au chef de l'État à un moment aussi difficile pour le pays, 3 jours après les attentats du 13 novembre, on aurait pu s'attendre à une forme d'unité et de rassemblement des parlementaires, sinon d'unité ou de rassemblement national, du moins celle des parlementaires, dont on aurait pu espérer une forme de responsabilité par rapport aux enjeux. On voit que nous sommes évidemment dans une lutte permanente, incessante contre le terrorisme, qui soit d'ailleurs tant sur le plan militaire ou diplomatique, avec y compris les avancées qu'on peut saluer aujourd'hui en Syrie et en Irak, tant à Palmyre qu'à Mossoul. Quand même, le débat s'est lourdement enlisé à l'Assemblée et au Sénat. À l'Assemblée, je le dis très clairement, la majorité de gauche a fait des efforts, y compris d'ailleurs en ayant un coup politique sur la gauche de notre majorité. On a fait un effort politique pour aller vers les arguments, y compris développés par les députés UMP, qui, pour la moitié du groupe UMP, ont voté à l'Assemblée nationale. Et là, on arrive, et je le dis avec le respect que je dois au président Larcher, à Bruno Retailleau et à mes collègues ici de la droite républicaine, pour lesquels j'ai de l'estime. Ce n'est pas un propos politicien, mais on a quand même un peu l'impression d'un jeu du chat et de la souris pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Et puis, très franchement, pas que le gouvernement, peut-être aussi Nicolas Sarkozy, qui est assez peu représenté à la Haute Assemblée dans le groupe des Républicains. Mais comment ça va se terminer ? Comment ça va se terminer, Jean-Vincent Placé ? Parce que Gérard Larcher était à votre place jeudi dernier, il a dit le Sénat ne se déjugera pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? La balle est dans le camp de l'Assemblée, ça veut dire qu'on va vers un congrès à minima Je connais assez bien Gérard Larcher, quand je sais sa détermination, je sais qu'elle est réelle. À un moment, vous savez, il y a eu des précédents, il y a eu le président Pompidou qui avait fait d'ailleurs un aller-retour, si j'ose dire, à l'Assemblée et au Sénat, qui d'ailleurs a même réussi à faire voter dans les deux chambres le fait qu'on fasse tout de suite le quinquennat. Donc ça s'est fait, mais 20 ans plus tard, mais ça c'est un autre problème. Et il avait acté le fait qu'il n'y avait pas les 3/5. Voilà, donc... c'est d'ailleurs la vie parlementaire, vous savez. Il y a une habitude à la Ve République où on se dit que si on ne passe pas à tout prix, c'est un échec. Il n'y a pas d'échec. Mais par exemple, un congrès à Versailles avec uniquement l'article 1, c'est-à-dire la constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça vous irait finalement ? Ça peut être une porte de sortie, on va dire, entre guillemets, honorable. Ça peut être une porte de sortie honorable, comme vous dites. Par le haut, comme on dit. Vous y croyez ? Avec peut-être aussi le rajout du texte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Mais bon, par ailleurs, ça vous paraît plausible ? Il n'est pas encore voté. Moi, pour ma part, je considère que la priorité, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. S'il faut constitutionnaliser l'article 1, pourquoi pas ? Mais je le dis aussi, à un moment, il faut savoir acter le fait que les chambres ont des avis contradictoires, et c'est la démocratie parlementaire. C'est dommage, parce mais que vous avez des regrets ce matin, quand même. Je regrette très clairement que le Sénat n'ait pas eu le souci unitaire et de rassemblement de voter conforme. Mais je comprends qu'il l'ait fait. Mais c'est pour ça aussi, il faut essayer de dépassionner. C'est ce que j'ai dit déjà aussi dans le processus de la loi El Khomri. C'est que dès qu'il y a un écueil dans la démocratie française, et c'est un vrai problème, c'est pas d'ailleurs depuis moi qui le dis, c'est je pense même depuis Valéry Giscard d'Estaing qui déjà le disait dans un livre qui s'appelait 2 Français sur 3. Alors ça ne nous rajeunit pas, mais c'est
Bon, il faut vraiment essayer de retrouver un souffle à la démocratie française, parce que je vous le dis, dès qu'il y a un écueil, il y a des cris d'orfraie, il y a une manifestation, il y a des hurlements, essayons d'apaiser le débat. Vous savez, bon, moi je ne suis pas content du vote du Sénat, mais enfin, j'en tiens compte, je suis membre du gouvernement, j'ai le plus profond des respects pour le vote des assemblées parlementaires. Véronique Jacquier. Les suites des attentats de Bruxelles, selon Patrick Kanner, le ministre de la Ville, il y aurait en France une centaine de villes qui présenteraient des similitudes avec Molenbeek, c'est-à-dire un risque de dérive islamique. Est-ce que vous partagez cet avis? Une déclaration qui a fait beaucoup de bruit. Alors, Molenbeek, qu'on le veuille pas, aujourd'hui symbolise l'extrême radicalisation d'une forme de territoire en Europe aujourd'hui, avec des services publics qui ont disparu, une forme de désespérance sociale, un taux de chômage extrêmement fort, un taux de criminalité aussi. Mais selon vous, il y a des Molenbeek en France? C'est pas une question tabou. Je ne reprends pas cette formule à mon compte. Elle appartient à Patrick Kanner et je ne la commande pas non plus. Je dis juste qu'il faut faire attention quand on fait des comparaisons de ce type-là avec la médiatisation qui est celle d'aujourd'hui. Et moi, je ne veux stigmatiser aucun des quartiers. Je suis sénateur de l'Essonne. J'étais sénateur de l'Essonne. Et je connais des quartiers dans des situations très difficiles. Après, ces situations très difficiles, je ne veux pas qu'on dise que cela pourrait amener à la radicalisation et encore moins au terrorisme. Donc vous nous le dites ce matin que c'est des propos finalement pas très utiles, pas très efficaces. Non, mais c'est pas ça. Gilles Leclerc, ce sont les formules que j'ai utilisées. Je vous laisse les vôtres. C'est bien normal. Vous faites votre travail depuis bien longtemps. Non, vous voulez dire que vous êtes dans la journaliste. solidarité gouvernementale, comme dit Gilles Non, Leclerc. je ne suis pas dans la solidarité gouvernementale, particulièrement sur les propos des uns et des autres. Moi, je suis dans la solidarité gouvernementale sur les décisions prises par le président de la République et le Premier ministre. Donc après, je ne veux pas rentrer dans le jeu des commentaires. En revanche, j'essaie d'être dans l'analyse et je le dis très clairement ici. Nous, notre objectif, c'est d'être d'ailleurs sans complaisance, et je le dis très clairement, dans la répression la plus maximale et dans les sanctions les plus maximales lorsqu'on tombe sur des terroristes et dans le combat contre les terroristes et les complices des terroristes, et y compris celles et ceux qui nourrissent financièrement le terrorisme. Parce qu'on voit bien à ce qui s'est passé à Molenbeek qu'il y a toute une espèce d'économie parallèle, une société parallèle qui entretient aussi les aides financières à celles et ceux très minoritaires, qui malheureusement tombent dans le terrorisme. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les quartiers, il y a un travail à faire qui, d'ailleurs, disons-le, n'a pas été fait depuis 20-25 ans. Et celui qui a eu le mérite de prendre le problème à bras-le-corps, je suis désolé de le dire, c'est le Premier ministre de la République, Manuel Valls, qui était l'un des premiers, en particulier à gauche, dans la gauche républicaine, à dire voilà les réalités de ces quartiers. Lui, il avait même employé l'expression ghetto. Apartheid social. Il avait dit apartheid social. À ce moment-là, tout le monde lui était tombé dessus. Et au fond, c'est lui qui avait raison. On est dans une situation aujourd'hui où il n'y a plus de mixité sociale et on a entassé dans des quartiers, parce que ça arrangeait bien tout le monde en réalité, d'entasser dans ces quartiers des gens qui étaient dans la difficulté. Et évidemment, tout cela s'est entretenu et puis l'économie parallèle s'est mise en place. Et quand on disait ça, on était là à dire on stigmatise. Non, personne ne stigmatise. Nous, notre objectif dans la République d'aujourd'hui, et je considère que ça regroupe beaucoup de gens, les Républicains, le centre, la gauche. Il y a des maires que je connais dans mon département qui sont des Républicains, qui se battent énormément sur la même ligne que nous, qui c'est la ligne de la République, pour essayer, je viens de vous dire, de remettre des boulots, de remettre du service public. Dans mon portefeuille, par exemple, j'ai la réforme de l'État. On essaye de créer cette année 1000 maisons de services au public pour remettre les services publics, aussi bien les gens de la Poste, de Pôle emploi, des assurances maladie, des assurances famille, dans les quartiers ruraux où il y a de moins en moins de personnes malheureusement, et aussi dans les quartiers en banlieue, dans les quartiers difficiles. Et donc il faut réinvestir, et y compris la police et la gendarmerie. À un moment, disons-le, la police et la gendarmerie, on ne les voyait plus dans ces quartiers. Eh bien, il faut qu'on revienne en attaque, en dynamique, sur ces quartiers pour appréhender, mais positivement. À propos de police, il y a un autre outil pour combattre le terrorisme, c'est le renseignement. Le fameux PNR au Parlement européen qui est bloqué. Manuel Valls a désigné notamment des écologistes, aussi des socialistes au Parlement européen. Et les parlementaires socialistes. Voilà. Est-ce que vous avez une influence auprès de vos collègues écologistes, aux députés européens, pour qu'on avance? Je sais que je parle avec eux depuis plusieurs mois, depuis notamment les attentats de janvier 2015. Je sais que aussi, même s'ils y mettent comme toujours un peu de lenteur, quelques amendements, mais c'est aussi l'avis parlementaire, il faut le respecter. Je sais qu'ils progressent sur cette idée, parce qu'aujourd'hui,
au-delà de l'aspect partidaire ou sensibilitaire sur la question, moi je suis aussi attaché que les parlementaires socialistes et écologistes à la question des droits de l'homme et à la question de la dangerosité peut-être de certains fichiers qui peuvent être trop ouverts. Je le dis d'autant plus que je suis en charge de l'open data au sein du gouvernement et justement ma politique est plutôt d'ouvrir les données. Mais sur ce sujet-là, il faut à un moment arrêter. On connaît à peu près tout de la vie de vos déplacements, des miens. On est enregistré partout. Et à la fin, les seuls qui n'auront pas les renseignements consolidés, ça va être les services de renseignement européens. Déjà, on devrait avoir, moi je le dis, un FBI européen. On doit avoir au niveau des frontières Frontex qui est renforcé. Donc on doit contrôler davantage nos frontières. On doit pouvoir suivre les gens à l'intérieur. On doit pouvoir les suivre avec le PNR, le fameux Personal Name Record. Et on doit pouvoir effectivement les traquer. Enfin, c'est évident. C'est évident. Et là, on s'est trop posé de questions. L'Europe, pour le coup, est trop lente. Il y a un sujet sur lequel le ministre de l'Intérieur revient régulièrement dans les réunions en disant que même sur le trafic d'armes, il y a des grands spécialistes à Bruxelles qui nous disent « Ah oui, mais attention, c'est le libre-échange. » Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous. Il y a le libre-échange sur les armes, donc on ne peut pas contrôler. Enfin bon, il y a quand même une traçabilité des armes qu'on doit avoir aussi. Jean-Vincent Placé, on va parler un peu de votre département ministériel. Donc, vous êtes chargé de la réforme de l'État et de la simplification dans ce gouvernement auprès du Premier ministre. Il vous reste un an. Qu'est-ce que vous allez faire de ce département ministériel? Alors, c'est une tâche énorme qui me passionne. J'ai la chance d'avoir eu des prédécesseurs qui ont fait beaucoup déjà, donc Thierry Mandon et Clotilde Walter. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a, et on vient d'en parler, un éloignement, c'est un euphémisme des Françaises et des Français par rapport à nos responsables politiques, par rapport même au gouvernement, disons les choses telles qu'elles sont, mais aussi par rapport à l'administration. Et donc, moi, j'essaye de faire en sorte d'aider à réformer l'État pour le rendre plus accessible, plus proche des citoyens, tant d'ailleurs humainement, parce qu'il faut un retour à l'humain. Vous pouvez nous citer une mesure que vous laisseriez, je dirais... Alors, une mesure très simple dans l'année. Jean-Vincent Placé. Une mesure dans l'année, j'espère pouvoir réussir d'ici la fin d'année à accélérer tellement les procédures qu'on divise les délais par 2 d'à peu près toutes les procédures administratives en les dématérialisant. Donc, à partir de la fin de l'année prochaine, 9 de cette année, 9 procédures administratives sur 10 seront dématérialisées et seront accélérées. Mais de la même manière, on essaiera, parce que justement tout le monde n'est pas sur le numérique, d'aider les plus modestes qui sont par rapport éloignant par rapport au numérique, ou peut-être les plus anciens. Enfin, vous voyez qu'il y a un type de public qui est plus éloigné que l'autre du numérique, même si par exemple chez les jeunes ça devient très fréquent. Eh bien ça, c'est un de mes sujets, c'est dématérialisation, division par 2 des procédures. Et c'est valable aussi pour la vie des entreprises et la vie des usagers. Vous êtes concerné, par exemple, par la simplification de la feuille de paye, là c'est pour bientôt, et le prélèvement à la source. C'est plutôt Bercy, non Ça, c'est Bercy qui va mettre en œuvre, mais en revanche, l'aspect opérationnel du prélèvement à la source passera par mon portefeuille ministériel, parce que nous avons tout à la fois la modernisation de l'action publique, donc par exemple le bulletin de paye simplifié, ça vient directement de chez moi. Il y avait 34 lignes sur le bulletin de paye d'aujourd'hui, il n'y en aura plus que 17, et ça sera extrêmement lisible par rapport à ce qu'on paye et pourquoi. Et ça, c'est l'explication de ce qu'est l'administration centrale. Je vous parlais rapidement des maisons de services au public, attaquer, si j'ose dire, reconquérir les territoires ruraux, les banlieues difficiles pour remettre du service public. À un an de la présidentielle, c'est possible tout ça. Oui, parce que, et ça c'est un des honneurs du gouvernement, c'est de continuer à réformer. Moi je le dis souvent, je dis effectivement, on a sur la loi El Khomri des difficultés à expliquer. On a au moins un mérite, c'est que même dans la situation difficile que nous avons aujourd'hui, parce que c'est 4 ans de présence au gouvernement, c'est vrai que généralement les contestations se déploient, eh bien on continue à réformer. Et ça, moi je peux vous dire que je le ferai jusqu'au bout, et je le dis jusqu'à la dernière heure, j'œuvrerai dans mon portefeuille. Oui. Jean-Vincent Placé, vous parlez de réforme, vous êtes entré dans ce gouvernement en tant qu'écologiste, est-ce que vous l'êtes toujours? Oui, j'ai toujours... vous êtes à la tête de l'Union des démocrates et des écologistes, mais il y a des tas de chapelles maintenant chez les Verts, puisque le 9 avril prochain, la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, va lancer le club Refonder une écologie responsable. Alors franchement, où sont passés les Verts? Écoutez, il y a eu de facto, et c'est réel, une division.
un éclatement des Verts, donc qui est devenu aujourd'hui plutôt... Ah, mais vous êtes le poisson pilote pour ramener les Verts à François Hollande pour 2017. Non, mais j'œuvre à cela avec patience d'ailleurs, et puis une forme de sérénité, avec mon ami François de Rugy, avec Jean-Luc Benamias également, avec demain Denis Baupin et Emmanuel Cos, et à terme, nous voulons constituer, mais je le dis aussi, ça doit être clair sur le fond, ça doit pas être un énième appendice des Verts. Moi, je veux créer très clairement un parti écologiste, de centre-gauche, y compris entrepreneurial et libéral, pro-européen, avec un positionnement qui est clair. Avec un candidat en 2017 ou pas là-dessus ? Non, pas forcément. Je l'ai dit très clairement, moi je soutiens le président de la République, je ne suis pas... Il y a un président de la République qui, selon le dernier sondage... Attendez, Jean-Vincent Placé, un président de la République qui, selon le dernier sondage Odoxa, est impopulaire pour 81% des Français. Il peut se représenter, franchement ? Moi, je ne fais pas la politique fiction et je regarde les sondages. Je ne vais pas vous dire qu'on s'en moque, ce n'est pas vrai. Donc, on regarde les sondages évidemment avec attention. François Hollande est le chef de l'État. C'est un bon président de la République. Moi, je vois la situation dans laquelle nous sommes. Je vois l'estime qui lui est portée, peut-être plus d'ailleurs. On regardait cela tout à l'heure, un article, une en disant François Hollande populaire, 3 petits points en Allemagne. Je sais aussi qu'il est très populaire dans le monde entier par rapport à son action diplomatique et militaire, par rapport aussi à la réussite de la COP21. Il y a à peu près que les Verts dans le monde qui disent que ce n'est pas un succès, mais c'est un succès extraordinaire. Partout où je vais, on me dit bravo pour la réussite. C'est parce que vont garder les Français. Eh bien, nous verrons l'année prochaine, Madame Jacquet, parce que je vais vous dire une chose très simple, c'est que j'ai l'impression que M. Chirac en 1994 et en 2001, et même François Hollande en 2011, était plus en difficulté que ne l'est aujourd'hui le président de la République à un an de l'élection présidentielle. Donc ça laisse tous les espoirs. Jean-Vincent Placé, vous ne vous en êtes jamais caché. Vous êtes entré en politique pour exercer des responsabilités. Vous êtes ministre. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien dire que tous ceux qui font la politique souhaitent exercer des responsabilités. On dit que c'était d'ailleurs votre souhait le plus cher. Non, mais la responsabilité... Qu'est-ce que vous allez faire après ? Eh bien, je vais continuer et je l'espère auprès de François Hollande. Et vous voulez grimper dans la hiérarchie gouvernementale, c'est ça Déjà, je vais vous dire, je suis très heureux de faire ce que je fais. C'est un grand honneur qui m'est donné. C'est épuisant, mais voilà. Vous savez, vendredi matin, j'étais à inaugurer, féliciter la nouvelle offre de proximité de la direction des titres et des séjours de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Donc, ça paraît un petit peu administratif ce que je viens de dire. Non, parce qu'à l'époque, il y avait des centaines de queues, des gens qui prenaient des tickets pour les revendre, parce que le fait d'être dans la queue, ça faisait gagner 20 à 30 euros. Aujourd'hui, on a rationalisé le service, on a mis des agents du service civique juste avant pour faire les dossiers. Ensuite, on a des fonctionnaires remarquables derrière. Maintenant, c'est fluidifié, il n'y a plus aucun problème. Merci. Donc, les gens sont contents, tout à la fois les gens qui attendent leur titre de séjour et même les fonctionnaires qui étaient très heureux et auxquels j'ai remis un joli prix sur la qualité de la préfecture. Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification, qui était notre invité ce matin dans cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, et ce matin, j'accueille, comme chaque mardi, Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour. Et Denis Jeanbart, Denis ce matin. Bonjour Denis. On passe à la déchéance de la nationalité, la fameuse. Jean-Vincent Placé a dit ce matin dans cette matinale d'info qu'il avait des regrets que le Sénat n'ait pas voté conforme. Quelle peut être la décision du chef de l'État qu'on attend dans les heures qui viennent? Moi, si j'ai bien écouté Jean-Vincent Placé, j'ai entendu un acte de décès du Congrès, en tout cas. Il m'a semblé qu'il cherchait à dédramatiser le fait que ce congrès n'aurait pas lieu. Et donc, il a commencé à ouvrir le chemin pour le président de la République et à sa décision. On ne voit pas très bien, d'ailleurs, pourquoi il le convoquerait, puisqu'il n'y a pas de majorité des 3/5 pour voter sa réforme sur la déchéance de la nationalité. Yves Tréhard, il peut s'en sortir par le haut, comme on dit François Hollande, par le haut. Je ne sais pas s'il peut s'en sortir par le haut, je ne vois pas comment d'ailleurs, mais ce qui est sûr, et pardonnez-moi, ma voix est un peu voilée, que c'est en tous les cas une séquence pitoyable de la politique française, à gauche comme à droite. Je pense que les élus de la nation n'ont pas été à la hauteur du débat. Ça avait été lancé, cette déchéance de nationalité, on pouvait en discuter. Le minimum aurait été qu'on parvienne à une fin et à trouver une solution à l'introduction de cette disposition. Droite et gauche, l'une et l'autre, ont voulu jouer à la petite politicaillerie de la petite semaine. Ils sont renvoyés dans leur but les uns et les autres.
Je ne sais pas qui va gagner. Je pense que l'abstention va beaucoup gagner et que la sanction sera lourde pour l'ensemble du personnel politique parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Denis Jambard. Il a raison, mais il a d'autant plus raison à ses yeux qu'il était pour l'adoption de cette mesure. Moi, j'ai toujours été contre et j'ai toujours pensé que c'était une folie. Et on voit bien qu'on a perdu 4 mois, 5 mois sur ce sujet-là, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, puisqu'on sait qu'elle est inefficace, qu'elle n'a qu'un caractère apparemment symbolique, mais je ne vois pas très bien d'ailleurs. Est-ce pour cela, Yves Tréhard, que François Hollande baisse de 2 points, Emmanuel Valls de 4 points dans le dernier sondage au Doxa? Je ne sais pas pourquoi on s'en étonne, c'est même plus une question. Il n'arrête pas de baisser depuis 5 ans, François Hollande. Donc laissons-le plonger. Il plonge. Manuel Valls, il s'use. Bon, bah voilà, je dirais que c'est le lot maintenant commun de tous ceux qui occupent des fonctions exécutives. C'était pareil pour Nicolas Sarkozy, même si c'était moins prononcé. Denis Jambard, François Hollande est moins populaire que ne l'était Jacques Chirac et François Mitterrand à cette distance-là de la présidentielle. Même Nicolas Sarkozy. C'est inquiétant pour François Hollande? Moi, vous savez, je pense que François Hollande aura beaucoup de difficultés à se faire réélire et à franchir le cap même du premier tour de l'élection présidentielle. Il ne faut pas regarder, en effet, ces sondages dans l'instant. Yves a raison de rappeler l'évolution des sondages depuis 5 ans. François Hollande n'a cessé de baisser, avec des petits sursauts au moment des attentats, parce qu'il y a unité nationale. Mais d'ailleurs, le Figaro, ce matin, consacre un très grand papier à sa candidature et constate que les seuls moments où ça s'est redressé, c'est au moment des attentats. Mais on constate aussi que la période, si vous voulez, d'embellie, elle est extrêmement courte. Donc il a un problème structurel de popularité et de rejet. Il n'habite pas de costume. Il n'y peut rien. Depuis toujours le début. Toujours pas, vous trouvez? Bon, un petit peu plus, si vous voulez. Mais si vous voulez, ce qui est dramatique, et on l'a vu, on le voit d'ailleurs avec son prédécesseur, maintenant qu'on est dans le quinquennat, si vous loupez le début de votre quinquennat, c'est très difficile de remonter parce que le temps politique a changé. Il s'est collé sur le temps médiatique, donc ça va très très vite. Et c'est très difficile, quoi que vous fassiez, pour remonter. Ça pose d'ailleurs, il a raison Yves, ça pose le problème du quinquennat. Je crois que ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, pas plus d'ailleurs que Jacques Chirac, mais bon, Jacques Chirac c'était un peu différent, n'ont compris que le rythme politique avait été modifié par le quinquennat. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, en effet, il faut aller très vite. En plus, là, on peut dire que c'est un quinquennat qui a été fait à l'envers. Pour la suite, en tout cas, ça pose un problème. C'est-à-dire que tenir les promesses, c'est bien gentil, mais quand vous prenez des engagements dans la campagne présidentielle, c'est pour 50% des Français. À l'instant où vous êtes élu, vous dirigez 100% du pays. Et le problème, aussi bien de Nicolas Sarkozy que François Hollande, pendant 1 an et demi, ils ont agi pour 50% des Français. Et ils ont planté le pays, et après, ils ont essayé de ramer pour le redresser. Eh bien, on en est là. La chose aussi, c'est qu'ils ont changé de pied dans leur politique. Si vous prenez François Hollande, ce que fait François Hollande aujourd'hui, aussi bien sur le plan régalien que sur le plan économique, c'est exactement tout le contraire de ce qu'il a promis à ses électeurs. Alors c'est normal que l'électorat de gauche soit complètement déboussolé et se détourne de lui. Si vous prenez Nicolas Sarkozy, pour d'autres raisons, qui sont des raisons beaucoup plus valables, n'a pas pu appliquer complètement ce qu'il avait dit en 2007 lors de la campagne présidentielle. Non. Nicolas Sarkozy, en 2007, a mal géré le pays, il n'a pas pris en compte la situation économique du pays. C'est pas fini. En 2007, il est parti sur un programme qui est un programme libéral plutôt. Et évidemment, la crise économique l'a fait complètement changer, je dirais, de cap et l'a obligé à revenir à une politique beaucoup plus interventionniste. La une du Figaro, c'est Syrie, Irak, l'État islamique recule sur tous les fronts. Écoutez, c'est vrai. Mais c'est vrai, regardez la reprise de Palmyre, c'est quand même pas rien. Normalement, la force de la coalition se dirige vers Mossoul, qui sera normalement qui pourrait être reprise d'ici à la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu le rôle des Russes quand même. 40%. Non, mais sur Mossoul, ça c'est la coalition. Oui, d'accord, mais globalement, 40% du territoire de l'État islamique a été perdu par l'État islamique, grâce en Syrie aux forces de Bachar el-Assad et des Russes, et de l'autre côté, en Irak, grâce... Et c'est tout le paradoxe, alors que justement la menace islamiste est très forte, souvent d'ailleurs pilotée depuis là-bas, en Europe. Ça justifie la visite des parlementaires Thierry Mariani et un certain nombre de parlementaires français auprès du président Alors officiellement, ils sont allés s'occuper des chrétiens d'Orient. Mais on sait les liens, il reste des tweets, il reste des photos, il reste... Avec la Russie notamment, c'est son secteur de... Mais est-ce qu'ils sont dans leur rôle de parlementaire? C'est ça la question. Écoutez, moi je suis très réservé sur ce type de visite, mais le combat pour les chrétiens de Proche-Orient est important.
Yves Tréhard, la une de Nice Matin, côte à côte. Ah bah, Nice Matin. Non, pardon, Denis Jambard. C'est pour moi, mais il pourrait répondre parce que c'est un spécialiste du football. C'est un footeux. Donc Ben Arfa et tout la lance, c'est-à-dire Nice et Monaco, côte à côte, parce qu'ils sont en piste pour la 2e ou la 3e place du championnat. Et puis aujourd'hui, c'est une journée foot avec France-Russie ce soir. Vous auriez été meilleur que Denis Jambard sur cette question-là. Non. Et le Figaro, on vient de parler de la une. On vient de parler de la une. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement cette manchette sur le recul de l'État islamique, et c'est quand même très important. Et puis, vous avez ce grand papier qu'a signalé Denis sur les ambitions et les intentions de François Hollande. Merci infiniment Yves Tréhard, merci Denis Jambard. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos et les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée. Au revoir et à demain.